De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2017. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là. C'est De quoi je me mêle. De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech chaque vendredi pour bien affronter le week-end avec, vous le savez, la version audio qui vous attend sur rmc.fr et sur les principaux agrégateurs de podcasts et la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver. Tout à l'heure, Pépé Garcia sera là. D'ailleurs, il est d'ores et déjà là. On va le retrouver dans un instant. Mais Pépé va nous parler du vinyle, la renaissance du vinyle. Vous savez que c'est vraiment la fête du vinyle. Eh bien, le vinyle devient connecté. On va vous expliquer comment et pourquoi tout à l'heure. Je vous rappelle que la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous pouvez réagir à toutes les actualités qu'on va évoquer ensemble avec nos invités. Soyez les bienvenus. C'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, vous le savez, depuis la rentrée, c'est ce club de la presse IT qui s'est transformé en débat avec deux actus que nous allons bien développer avec nos invités. Et je vais vous les présenter tout de suite. Éric Le Bourlou est à mes côtés, vous le savez, le résident de quoi je me mêle. Salut Éric. Salut. Voilà. Eric a des fans t'as des fans de tes t-shirts en fait sur YouTube. Ah, mais j'ai remarqué je suis bien ça. content. Voilà. Et écoute, je suis bien content. Tant mieux. Alors je ne sais pas s'il y en aura qui seront fans de la veste et de la chemise d'Emmanuel Paquette qui est là. Pourquoi pas, sans doute. Salut Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Merci d'être là. Merci. Et puis Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut tout le monde. Je suis ravi. Merci Monsieur Sorel. Et on te retrouve, Merci. Et on te retrouve tout à l'heure d'ailleurs pour parler vinyle. Deux actus nous ont tapé dans l'œil cette semaine. On va parler tout à l'heure de la guerre des contenus. Netflix, Apple, Amazon Prime, Canal+, SFR, qui fait partie d'ailleurs de Next Radio TV, vous le savez, hein, la société qui édite 01net TV et 01net.com. Bref, tout ça, finalement pour le client, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on est prêt à mettre 10, 20, 30, 40, 50 euros pour avoir les exclusivités de chacun? On va en parler tout à l'heure, d'autant que c'est que le début. Hein, mais avant de parler tout ça, on va évoquer l'actu en fait de la sécurité et de Kaspersky. Peut-être avez-vous sur votre ordinateur l'antivirus Kaspersky. Alors il ne faut pas paniquer, mais il y en a qui paniquent, notamment la défense américaine, mais aussi la défense française. Eric, c'est un sujet qu'on a traité dans 01net.com cette semaine. Oui. Qu'Emmanuel Paquette a traité depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs, c'est toi qui a été le premier à annoncer cette histoire incroyable. Le ministère de la Défense veut se séparer de Kaspersky, du logiciel Kaspersky. Alors se séparer, c'est plutôt réduire la présence de Kaspersky, qui était un acteur traditionnellement assez fort au niveau du ministère des Armées. Et qui a très bonne réputation. Qui a très bonne réputation, qui est plutôt un très bon antivirus. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an et demi, le ministère des Armées fait en sorte qu'il y ait 3 sources différentes d'antivirus. Donc un britannique, Sophos, un japonais avec Trend Micro, et puis Kaspersky qui reste, mais dont l'influence diminue, notamment en raison de questions de sécurité nationale sur des liens éventuels entre Kaspersky et le pouvoir russe. Eugène Kaspersky, qui est le fondateur, le cofondateur de Kaspersky, est russe. Hein, il faut quand même le préciser. Mais là, on est vraiment dans un scénario de film de science-fiction. C'est quand même incroyable. Tout ça parce que donc, la France veut réduire la voilure avec Kaspersky, parce qu'aux US, même combat, ils ont décidé de réduire la voilure avec Kaspersky au niveau de la défense. Alors c'est pire que ça, c'est que maintenant Kaspersky est interdit, va être interdit de toutes les administrations américaines, de toutes, y compris la défense, et que même des entreprises privées, hein, comme Best Buy par exemple, qui est le grand distributeur américain, a décidé de ne plus vendre l'antivirus Kaspersky sur le territoire américain. Donc les implications partent du domaine public et vont jusque dans le domaine privé, et donc ça porte préjudice à l'entreprise et à son chiffre d'affaires, puisqu'elle réalise 80-85%, je crois, de mémoire de son chiffre d'affaires en dehors de Russie, quand même. Sans compter les dégâts en termes d'image. Exactement. Parce que, évidemment, ces logiciels de sécurité reposent sur leur sécurité et sur la confiance qu'on peut avoir. Eric, c'est dingue, cette histoire. Oui, c'est assez dingue. Et il y a beaucoup de questions et assez peu de réponses à cette histoire, je trouve. Là, il y a un des gros développements cette semaine, puisqu'il y a eu coup sur coup plusieurs articles du New York Times, du Wall Street Journal à propos de Kaspersky et d'une nouvelle fuite de données à la NSA. Qui serait due, d'après la presse US, à Kaspersky. Alors qu'on comprenne bien, la NSA a installé ce logiciel. Donc... Alors, c'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas la NSA, parce que comme le dit Emmanuel, voilà, à la NSA, je pense que vous ne trouverez pas un seul exemplaire de Kaspersky. Hein. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un qui travaille pour la NSA est rentré chez lui avec des documents confidentiels et a utilisé son ordinateur personnel sur lequel il y avait Kaspersky
Et donc, il a effectivement, il avait sans doute des malwares qu'utilise la NSA, parce qu'il ne faut pas oublier que la NSA est sans doute un des plus gros pourvoyeurs de malware dans le monde. Hein. Ils passent leur temps à espionner toutes les machines. Pour espionner, oui. Voilà. Et donc, alors il y a plusieurs scénarios possibles, mais ce qui est apparemment avancé, c'est qu'il aurait effectivement utilisé ces malwares sur sa propre machine. Et donc Kaspersky, c'est un antivirus. Quand il repère un malware par différentes techniques, notamment heuristiques, il dit « Ah, attention, vous avez un malware sur votre machine », même s'il ne l'a pas vu au préalable. Et ce qui se passe, c'est qu'il upload ce malware, cet exemplaire, pour analyse sur des serveurs qui, en l'occurrence, se trouvent en Russie. Mais ça ne veut pas dire que Kaspersky a fait sciemment cela. C'est-à-dire, c'est comme ça que fonctionne un antivirus. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, ça aurait été un autre antivirus aux États-Unis. Ce malware de la NSA aurait été également uploadé sur un autre serveur, mais aurait quitté en fait la machine de son propriétaire. Donc, l'actualité disant que Kaspersky est à la solde des Russes parce que, soi-disant, il rechercherait dans certains contenus. C'est assez étrange, hein, je vous l'avoue, ces articles qu'on a pu lire récemment dans la presse US. En fait, faire de Kaspersky un espion à la solde de l'État russe, c'est un petit peu étonnant. Et on peut se demander quand même s'il n'y a pas, au-delà de toute cette histoire avec Kaspersky, des choses bien plus importantes qui nous échappent un peu, enfin en tout cas qui m'échappent à moi, parce que c'est vrai qu'à côté de ça, Kaspersky se défend plutôt bien. Je ne veux pas du tout défendre Kaspersky, j'ai juste l'impression qu'on a un peu l'impression qu'il y a les gentils américains et les méchants russes, et je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile que ça en fait. Est-ce que ça pourrait être un concurrent de Kaspersky qui balance tout ça simplement pour causer du tort à son concurrent direct, peut-être même un acteur américain? Je ne sais pas s'il y a de bons acteurs américains dans le domaine de la sécurité. On peut imaginer ça aussi ou pas? Alors, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais si tu veux, effectivement, déjà, d'une part, il y a des acteurs américains dans le domaine. Il y a McAfee, il y a Symantec. Le ministère de la Défense en France travaille énormément avec Symantec. Ils travaillent plus se du frottent tout. les mains là. Alors peut-être qu'ils vont condamner tout ça parce qu'ils disent peut-être que ça aurait pu tomber sur eux, mais ils se frottent les mains. Oui, alors cela dit, il y a quand même deux autres événements dont tu n'as pas nécessairement parlé, mais il y a eu une dépêche Bloomberg qui est tombée cet été disant qu'il y avait des mails qui sont retrouvés que Bloomberg a réussi à prendre, dans lesquels Kaspersky négociait directement avec des gens du FSB, donc le service de renseignement russe, pour développer pour eux certains éléments. Donc la proximité de travail entre Kaspersky et les services de renseignement russes semble relativement établie. En tout cas, qu'il y ait des contacts, ça semble évident. Ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est le papier du Wall Street Journal, de New York Times, dont on n'a pas parlé, c'est que, alors là, et ça complexifie encore plus l'affaire, mais le Mossad, donc l'agence de renseignement israélienne, aurait pénétré l'antivirus Kaspersky et aurait vu en temps réel des flux d'informations remontés de Kaspersky aux États-Unis vers la Russie et notamment des services de renseignement. Donc la question est de savoir, est-ce que Kaspersky le sait, ou est-ce que Kaspersky lui-même se fait manipuler par les services de renseignement russes? Effectivement, il y a eu cette histoire. Alors c'est là que c'est incroyable, parce qu'on arrive avec les services mais quand secrets je vous dis tout à l'heure, on va parler tout à l'heure de Netflix, etc. Mais là, les gars, les producteurs, vous avez un scénario pour une série tout à fait incroyable de cybersécurité, c'est dingue. Alors effectivement, il y a un risque, parce que Kaspersky, il y a des lois assez strictes en Russie pour les fournisseurs de services, informatiques, on va dire, et il est possible que Kaspersky doivent se conformer à certaines règles, et ça effectivement on ne le sait pas. Mais en fait, ce qui est intéressant par contre dans cette histoire de hackers israéliens, c'est qu'effectivement Kaspersky en 2015 a eu une attaque incroyable sur son réseau interne. Ils en avaient parlé, ils avaient en fait disséqué sur leur blog, tout est public, on peut aller voir. On en avait parlé ici d'ailleurs, il y a moyen de faire beaucoup de jeux de mots avec ce logiciel qui s'appelle Duku ou Duku si vous voulez, qui est en fait un logiciel. On va vous épargner tout ça. Qui est en fait un malware qui effectivement a été plus ou moins créé par les gens qui avaient déjà conçu des malwares extrêmement sophistiqués, notamment Stuxnet. Et en fait, ils ont retrouvé le fait que c'est marrant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu avec Stuxnet ou Flame, un autre malware, et qui avait fait ces logiciels-là. Et c'était une collaboration entre les services secrets américains et israéliens pour notamment pourrir la centrale iranienne de Natanz. Et effectivement, ce sont des logiciels qui sont extrêmement sophistiqués. C'est pas le hacker moyen qui va vous faire ça
pour votre machine. C'est des choses qui ont été c'est faites il faut une pour expertise. effectivement pénétrer Kaspersky. Kaspersky en avait parlé. Effectivement, là, ça revient sur le devant de la scène maintenant, puisque les services secrets israéliens disent ah oui, attention, effectivement, on a vu qu'il y avait une connexion entre Kaspersky et les services secrets russes. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a quelques années, il y a un certain Edward Snowden qui est arrivé en disant voilà toute une pile de documents de la Je vous pose NSA. ça là, regardez, vous allez vous régaler. Et voilà, les services secrets américains et ce qu'ils font en matière de cyberguerre, on va dire, il y a eu beaucoup évidemment de choses qui ont été dévoilées déjà. Et Kaspersky a fait sa part aussi du travail, c'est-à-dire qu'ils ont aussi en 2015, je crois, dévoilé un groupe qui s'appelle The Equation Group, qui en fait serait quelque chose qui appartient à la NSA. Et ils ont tous deux sur leur blog, vous pouvez aller voir, hein, vous avez tout le détail de ces malwares qu'ils ont décortiqués, analysés, etc., etc. Donc effectivement, Kaspersky a fait en gros un travail un peu anti-américain, si j'ai envie de le dire, parce qu'effectivement, ils ont analysé des malwares qui ont été... Oui, mais ça fait partie de leur uploadés. travail aussi. Ça fait partie de leur travail, Non. effectivement. Non. Bah, Non, en ça fait, fait partie non, de leur- le truc, c'est que, en gros, si vous voulez, il y a plusieurs types d'antivirus, de sociétés d'antivirus. Il y a les premières qui disent nous, on a récolté, on a pris le malware, on a identifié le code, on voit sa signature, et voilà la signature. Elle est comme ci, comme ça, comme ça. Ça, c'est ce que font les antivirus. Et généralement, ce qu'elles évitent de faire, c'est de l'attribution. Ah, mais ils c'est n'ont pas avoir- attribué. Ah, ils n'ont pas attribué. Et, Non, et là, il commence à y avoir des sociétés d'antivirus qui commencent à attribuer. Ah oui, oui, je suis d'accord, mais en l'occurrence, Et, Equation Group n'était pas. C'est derrière. Alors ça il y veut a dire beaucoup quoi de gens attribuer? C'est de dire qui est derrière. qui est derrière. Ah d'accord. Parce que, mais Kaspersky à l'époque n'avait pas attribué ce malware Ouais. à la NSA, évidemment. Il s'était bien gardé de dire que c'était. Mais je crois qu'ils avaient En relié à revanche, une il avait puissance dit, américaine, la puissance américaine, quand même. comme la plupart des éditeurs antivirus, ils disent voilà, là, vu les moyens mis en C'est un État, œuvre, ouais. c'est sans doute un État qui est derrière. Alors, c'est assez complexe comme sujet, mais il fallait l'évoquer parce que, vous voyez, il y a plein de rebondissements et c'est malgré tout passionnant. La question qu'on peut se poser, est-ce que vous, moi, on doit désinstaller Kaspersky de son ordinateur? Alors moi je vous dirais non parce que Kaspersky c'est pas moi j'attends de voir. Alors moi j'attends qu'il y ait un chercheur, peut-être des gens de Google par exemple qui sont très forts pour ça, nous montrent que effectivement Kaspersky activement exfiltre des données qui pourraient avoir sur votre ordinateur. A priori il suffit d'un bon hacker, quelqu'un qui s'y connaît bien, qui pourrait se pencher là-dessus. Moi pour l'instant je dirais non. Vous pouvez garder Kaspersky, c'est pas voilà. Puis en plus là on parle d'espionnage à un niveau assez élevé. Je suis pas sûr que vos photos de vacances passionnent les Même en services maillot. secrets russes. Mais en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est de toute façon, on est espionné en permanence par quelque chose qui s'appelle la NSA. Il faut pas oublier tout ça aussi. C'est-à-dire que, ok, là on parle des Russes, mais s'il y a bien des gens qui espionnent beaucoup de gens, ce sont les Américains. Emmanuel, Les Français sont pas mauvais non plus. Et les hein. Français sont pas mauvais non Avec la plus, c'est vrai. DGSE. tu as Kaspersky sur ton PC ou pas? Non. Non, j'ai un autre antivirus. Mais de toute façon, le problème, c'est un antivirus, pour qu'il soit bon, il doit être très intrusif sur une machine. Forcément, parce qu'il doit remonter, il doit analyser les informations, doit remonter, etc. des Exactement. Et informations. donc, c'est ce qui rend aussi tout ça compliqué parce que est-ce qu'il a fait son travail? Oui. Est-ce que l'antivirus a fait simplement son travail? Ou est-ce qu'il a Est-ce qu'il a été abusé? détourné Voilà, de son c'est travail ça. initial? Et c'est là où la frontière est relativement fine et floue. On va voir si c'est le faux pas de trop pour Kaspersky dans les semaines ou les mois qui viennent. Est-ce que véritablement, parce que là on parle en mal plutôt de Kaspersky, est-ce que ça va avoir un impact sur les ventes et sur le devenir de cet antivirus? On verra bien. On referme la page, on parle maintenant d'un sujet un petit peu plus fun, même s'il est quand même très important, c'est les contenus, aujourd'hui la guerre des contenus. Vous êtes abonné peut-être tout comme nous à Netflix, vous vous régalez le week-end de séries Netflix. Le problème, c'est qu'il y a la guerre des exclusivités. Amazon Prime est arrivé en France l'année dernière. Il va proposer aussi de nouvelles séries. Vous avez Apple qui a annoncé investir $1 milliard dans des séries pour produire, vous savez quoi, en fait, ça va être le remake d'une vieille série fantastique des années 80 qui sera produite par un certain Steven Spielberg. Et là, voilà, on va dire que c'est le premier pas dans la production de contenu, on va dire haut de gamme pour Apple. $1 milliard investis. À côté, Netflix, c'est 6 milliards, hein, Emmanuel. C'est ça, 6 milliards et avec Amazon 20% de production en direct et puis 80% d'achat de catalogue chez des studios. Amazon, le chiffre qui circule selon JP Morgan, la banque d'investissement, c'est entre 4 milliards, 4 milliards et demi pour cette année, en 2017. Voilà. Et alors derrière ça, il y a Canal+, qui est un petit acteur français. Il y a SFR avec Altice, qui est un opérateur européen dont je disais Zeronet appartient. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Tout le monde achète des contenus.
contenu. On voit que Disney a annoncé aussi qu'ils allaient se retirer de Netflix pour lancer leur propre service de SVOD. Qu'est-ce qui va se passer ? Et nous, alors moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui va se passer pour nous, consommateurs ? On va être obligés de s'abonner à divers services pour avoir toutes les séries qu'on aime ? C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, parce que si tu aimes Game of Thrones, tu es obligé aujourd'hui d'être sur OCS, Orange Cinéma Série, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un opérateur télécom qui a sa plateforme. Qui appartient à Orange. Exactement. Si tu veux regarder House of Cards, tu es obligé d'être abonné à Netflix. Alors qu'avant, il était diffusé sur Canal+, au tout début. La première saison uniquement, oui, exactement. Mais toutes les autres saisons, non. Elles sont exclusives Netflix. Et donc, c'est vrai de toutes les autres plateformes aujourd'hui. Alors, tout le monde n'a pas son Game of Thrones. C'est un peu le problème. Amazon court après son Game of Thrones. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a qu'avec ce genre de contenu qu'on va pouvoir attirer et conserver des abonnés. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est... la tête de gondole, en quelque sorte. Exactement, c'est ça, exactement. Et tout le monde veut ça aujourd'hui. Tout le monde veut avoir son Game of Thrones. Alors, une série comme Game of Thrones coûte des fortunes. Je crois que les plus chers, c'est pas elle. Je crois que c'est 8 Sense, je crois, chez Netflix, c'est 3,5 millions de dollars par épisode. Sense8. Non, mais là, qui a été arrêté d'ailleurs. Qui a été arrêté. La nouvelle saison de Game of Thrones, chaque épisode coûtera 10 millions de dollars. Oh la vache. Mais je voulais dire un truc c'est dingue. Parce que j'ai la chance d'avoir passé un mois en Californie, donc je suis allé plusieurs fois à Los Angeles. Il y a encore un an, à Los Angeles, on va laisser sur Sunset avec ma petite voiture. C'était que des billboards géants avec des films. Des affiches de films, Tom Cruise, machin, trailer, tout le monde y allait. Et là, je suis passé, donc la semaine dernière, c'était que des séries télé en grand, qui avait tous les immeubles avec tel truc sur, en effet, Netflix ou des trucs comme ça. Et j'étais là, mais c'est la métamorphose complète. Alors, pour revenir à un truc, parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette idée de savoir, il faut avoir tel ou tel provider, donc pour avoir telle ou telle série. J'ai beaucoup de potes autour de moi qui me disent, mais ça devient la catastrophe, si je veux telle série, il faut que je paye 10 €, 10 €. Mais j'ai dit, attendez, réfléchissez 3 secondes. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand on va dans une salle de cinéma, on paye 10 € pour entrer dedans. Et dans la même salle de cinéma, tu vas avoir une semaine un film Sony Pictures, une semaine un film qui va d'Universal, une semaine d'un film qui vient de Lionsgate. Donc on fait déjà ça, on donne de l'argent à des gens entre guillemets peut-être différents, des acteurs différents d'Hollywood dans le même endroit, comme si la salle de cinéma était ton téléviseur. Et à chaque fois, tu allais, tu donnais à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas le même principe dans l'idée, je veux dire. Non. Voilà, mais je suis content qu'on puisse en parler parce que moi je me dis ça me choque pas d'avoir filé 10 €. C'est pas tout à fait la même chose. Non, exactement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Là, on rentre dans la chronologie des médias. C'est-à-dire que le film, tu vas le voir au cinéma, certes, mais après, tu l'auras en VOD, en DVD, tu l'auras à la télé, en télévision payante, et puis après, à la fin, en télévision gratuite. Ouais. Donc, tu pourras le voir de différentes manières, de différentes façons, à différents moments. J'entends bien. En fonction des fenêtres. Le point d'achoppement de mon raisonnement. Voilà, exactement. Ce qui n'est pas le cas sur une plateforme, puisqu'elle, elle va conserver les droits, et elle va les conserver que pour elle, pour attirer des abonnés et puis surtout les retenir. Et donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, si tu attends la prochaine saison de Daredevil par exemple sur Netflix, tu es obligé de continuer à t'abonner et d'attendre. Si tu veux voir Stranger Things toujours sur Netflix, tu es obligé d'attendre la saison 2, tu continues de t'abonner. Ah bah grave. Et voilà, tu peux pas te dire c'est pas grave, je la verrai dans 3 ans sur TF1. Parce que tu la verras jamais dans 3 ans sur TF1. Alors bon, il y a le cas Marseille, la série avec Depardieu. La première saison, qui n'est pas la meilleure série télévisée au monde, je suis d'accord. Mais on voit que malgré tout, il y a des passerelles entre Netflix et TF1. Netflix s'est servi de la promotion de TF1 pour mettre en avant une série qui était disponible sur Netflix. C'est une première, ça d'ailleurs, je crois. Ça a été une première. Alors, je sais que ça a été très critiqué. Ce qu'a fait TF1, parce qu'en disant TF1 met le pied à l'étrier à Netflix. Et a vendu un peu son âme au diable. Exactement. C'est ça. Pour TF1, c'était aussi un truc d'image. C'était de dire, en gros, on travaille avec les Américains. Regardez, on n'est pas du tout une chaîne du passé. On arrive à se mettre un peu à la mode des services de SVOD. Et puis, c'était une grosse production en plus. Marseille, donc, dont, a priori, on attend une saison 2 d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, il y avait une alliance entre les anciens et les nouveaux. Mais cette alliance-là, elle a duré juste le temps d'une saison. Ouais. Apple, Eric, qui sont là-dedans, ça te paraît logique ou pas? Apple qui fait des téléphones portables, enfin des téléphones qui a tout un écosystème avec des Mac, etc. 1 milliard, comme ça, sur la table, bim. Alors, je m'achète Steven Spielberg. C'est leur premier effectivement contenu haut de gamme, mais ils sont déjà lancé plusieurs séries Apple, notamment une espèce de télé-réalité. Oui, alors il y a Carpool Karaoke, Planet of the Apps, je crois, voilà, Carpool Karaoke. Mais bon, on veut dire que ça, c'est presque du pipi de chat à côté de milliards de dollars et Steven Spielberg.
Certes, mais moi je leur souhaite bon courage quand même. Je leur souhaite bon courage de se lancer là-dedans. Il va falloir que, à mon avis, 1 milliard c'est bien, c'est un bon début. Mais il va falloir continuer à y aller très fort. Parce que déjà, Apple, effectivement, n'est pas reconnu spécialement comme étant quelqu'un qui fait du contenu. Ils font des téléphones. Et la puissance de Netflix vient aussi du fait que c'est disponible absolument partout, sur à peu près n'importe quelle télé, n'importe quelle box, n'importe quel téléphone, enfin tout ce que vous voulez. Apple, s'ils veulent se mettre à ce niveau-là, il va falloir aussi qu'ils travaillent sur leur ouverture, parce que ça va être compliqué pour eux. Attendez, Apple Music est disponible sur Android quand même. Mais pas sur Smart TV, pas sur. C'est beaucoup plus compliqué. Là, sur le fait de dire Apple, moi qui suis la boîte fermée par excellence, qui veut absolument tout garder chez moi. Et d'ailleurs, j'aimerais bien connaître la stratégie derrière le fait de se lancer dans le contenu. Est-ce que c'est pour vendre plus de téléphones ou est-ce que c'est au contraire? Mais c'est peut-être pour vendre plus d'Apple TV aussi. Ouais, parce que si tu as ça aurait bien besoin d'un coup de boost. On en parlait tout à l'heure avec Pépé. Si tu es obligé d'acheter ton Apple TV pour avoir la dernière série de Spielberg, voilà quoi. C'est ça. On revient encore une fois à ces exclusivités. Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que d'ailleurs ces exclusivités elles vont vite. On oublie peut-être un type de consommation très important dans tout ça, c'est le piratage. Le fait de multiplier comme ça les plateformes de SVOD, ça va sans doute aussi favoriser énormément le piratage. Parce que je suis pas certain qu'avec une seule série, aussi bonne soit-elle, faite par Spielberg, etc., Apple réussisse à draguer des millions de personnes. Il va falloir, je sais pas si vous êtes abonné à Netflix, moi je le suis. J'ai beau parfois me dire, c'est vrai que c'est super, il y a House of Cards, il y a Stranger Things, il y a plein de choses, mais au final même avec Netflix, qui est pourtant le mastodonte du secteur, on a l'impression de faire vite le tour. Alors qu'Apple se dise, ouais, nous on arrive, on a une méga série, les gars, ouais, mais après il faut continuer. C'est pas une seule série qui fait qu'on s'abonne à un service. Alors, ils ont annoncé que cette série-là, mais je pense qu'il y en aura d'autres, parce que j'espère que Spielberg ne l'aura pas piqué $1 milliard, parce qu'il est très fort à ce moment-là. Donc il y aura d'autres séries, bien sûr. Oui, mais il faudrait que ce soit de la qualité. Alors déjà, il faut que la série de Spielberg soit quali, parce que si c'est nul, bon bah tant pis, c'est beau de Spielberg. Après, il faudra faire de la qualité. Il faut faire de la qualité sur le long terme, pouvoir accrocher les gens. Enfin, c'est un boulot monstrueux. Et on a oublié de parler de Hulu, tiens, aussi, aux US. Oui, alors pour le coup, là, c'est plus compliqué parce que ils sont jugés partis. C'est-à-dire que comme les studios sont au capital de la société, ces mêmes studios vendent les catalogues à Apple, Netflix, Amazon. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent économiquement pour eux, de vendre les catalogues. Et de ce point de vue-là, pour eux, c'est une bonne nouvelle d'avoir plusieurs acteurs, comme Apple, Google et d'autres Amazon, parce qu'ils ont tous des poches extrêmement profondes. Donc on peut jouer l'un contre l'autre. Parce qu'avant, il n'y avait que Netflix. Là, on peut dire, Netflix, ok, tu veux mon catalogue, et tu vas mettre combien sur la table? Et si tu mets pas assez, je donne tout à Amazon, par exemple. Et donc, on voit des catalogues comme ça qui sont en train de se balader d'un acteur à un autre. Ce qui pousse aujourd'hui Netflix et Amazon aussi à produire leur propre divertissement, leur propre série, pour faire en sorte de ne pas être dépendant des catalogues de grands studios et des prix qui peuvent à un moment donné monter très très haut. Finalement, c'est ce que fait Canal+ depuis des années. Canal+ a été précurseur là-dessus. Ou HBO en fait. Parce que Canal+ a copié HBO. Bien sûr, avec Game of Thrones notamment, et puis d'autres séries mythiques. Mais HBO veut se lancer en direct avec son propre service qui s'appelle HBO Go. Ils veulent le lancer à l'étranger. Ouais, mais qui n'est pas... voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est disponible aux US aujourd'hui. Ouais, mais l'idée c'est de le lancer à l'extérieur aussi. Donc, effectivement. Moi j'ai essayé de m'abonner à HBO Go avec un VPN, c'est pas possible. Ça marche pas, on vous repère et on vous dit ah non, à moins que vous soyez un militaire américain à l'étranger, donc envoyez-nous votre ID, sinon on vous coupe votre compte. Donc si tout comme Eric Le Bourlou, vous êtes un petit peu malin et vous vouliez passer par un VPN, c'est un très bon service. Ça marche pas. Ouais, c'est vrai que par contre c'est un très bon service. On l'avait essayé il y a quelques temps et c'est vrai que ça marche plutôt bien HBO. Voilà, mais bon, le problème, moi je me mets à la place de nous. Comment ça va se passer? On va être obligé de s'abonner à HBO parce qu'on aime bien Game of Thrones. Alors même si c'est la fin de Game of Thrones, on sait qu'il va y avoir des spin-offs de Game of Thrones et on attend beaucoup de choses. Il y a pas mal de bonnes séries sur HBO. HBO, Netflix, les autres, Apple, si on veut les séries de Spielberg, etc. Comment on va faire pour Amazon? Amazon, c'est encore différent parce qu'Amazon c'est lié, en tout cas en France, à Amazon Prime. Et combien de temps ça va durer? À mon avis, ça va pas durer longtemps cette histoire. Si, parce que ce que je te disais tout à l'heure, Amazon Prime, donc l'idée c'est on se fait livrer gratuitement quasiment 24 heures sur une gamme de produits Amazon directement chez soi, et en plus on a la vidéo, et en plus on a l'accès à Twitch qui est le streaming de jeux vidéo, et en plus on a... Ouais, mais c'est moins cher en France qu'aux États-Unis. Oui, là c'est $99, là c'est moitié prix. C'est moitié prix. Il y a moins de services. Pour l'instant. Mais le jour où tous les services arriveront, Amazon Prime coûtera $100 par an. C'est sûr. Mais c'est vrai que Jeff Bezos disait, moi dès que je gagne un Golden Globes pour une de mes séries, je vends plus de chaussures sur Amazon. C'est-à-dire que chaque abonné de Prime, c'est fou. En fait, un utilisateur d'Amazon dépense en moyenne $600 aux États-Unis par an
Et un abonné à Prime, c'est $1 300 par an. Mhm. Donc l'idée, c'est faut que tout le monde s'abonne à Prime Ouais, via la que- vidéo, mais en gros pour avoir un caddie plus rempli. C'est ça, Amazon, ils vont faire des super bonnes séries. Enfin, Voilà. ils vont essayer, parce qu'après, C'est ça. il y a le talent. Hein. Exactement. Il faut trouver les bons producteurs, les bons créatifs, etc. pour vendre plus de trucs de sur trucs, leur ouais. site. C'est Et on incroyable. parle un petit peu là-dedans parce que moi, c'est un truc qui me taraudait aussi de l'avenir du cinéma dans tout ça. Parce que j'ai pris l'exemple de Sunset Boulevard où on parle plus, Ouais. plus de séries télé, plus que ça. Il n'y a plus que ça, je veux dire, partout on parle de ça. Quelle est la position? Moi, je me posais la question de savoir la position des réalisateurs face à tout ce développement d'épisodes de tous les côtés. Bon, alors, est-ce qu'on peut en parler ensemble? Parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'avais ma réflexion là-dessus, disant qu'un réalisateur est souvent brimé par Hollywood avec le cut, le producteur qui veut couper tous les côtés. Et là, tu as des mecs qui se pointent, qui disent voilà, on vous file de la thune. Vous avez la possibilité de vous exprimer sur 10 épisodes pendant 1 heure. Le mec, il va peut-être avoir plus envie de prendre quelquefois qu'un film où il ne pourra pas s'exprimer complètement. Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de réalisateurs de C'est pour ça, cinéma c'est ce que je voulais dire, qui se c'est que- lancent en fait Je sais dans pas ce que les toi tu séries. en penses, mais moi je trouve que l'idée du réalisateur, quand tu as vraiment un sujet où tu as envie d'y aller franco, putain, c'est Non, mais c'est royal. ça, c'est la force. La La force force de du ces, truc. de ces plateformes, elle est, pour moi, il y en a 3 forces. La première, c'est l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Donc ils peuvent venir avec beaucoup de milliards sur la table. Donc tout de suite, le cinéma regarde ça quand même. Hein. Mhm. Deuxièmement, la liberté. En gros, de dire, vous pouvez traiter à peu près tout ce que vous voulez. Netflix fait quand même une série sur une adolescente qui se suicide. Elle est Ou formidable, même une série la sur série. l'autisme d'ailleurs. Mais aussi. formidable, Sur l'autisme, formidable. qui est compliquée. Exactement. Formidable. Une autre sur l'anorexie. Oui. Quand on a vu Reed Hastings, il Ouais. nous a dit, nous, on est les seuls à faire une série sur l'anorexie. Est-ce que tu as déjà vu une série sur Ouais, l'anorexie? c'est sûr. Tu as vu un épisode dans une série Mais globalement? C'est-à-dire que les médias traditionnels ne prendraient jamais le risque Jamais de ce risque. lancer, Non. d'investir là-dedans parce que c'est des sujets trop compliqués. Donc ça, c'est le deuxième point, ils sont audacieux. Et le troisième point, c'est qu'ils vont là où les studios américains ne vont plus, c'est-à-dire le cinéma indépendant. Le cinéma indépendant est mort. Miramax, on parlait de Weinstein tout à l'heure, Miramax, ils ont sombré. Fox Searchlight, Weinstein, etc. rappelons-le, c'est ce producteur, disons, qui a la Ouais, particularité on appelle de- maintenant Frank Weinstein. d'inviter les actrices dans sa chambre d'hôtel Voilà, et pour il va faire se autre doucher. chose que du C'est cinéma. ça qui est étonnant. Il va se doucher avant de les recevoir. Exactement. Évidemment, il sort de la salle de bain tout nu. Donc ça, Et donc c'est quand même Amazon, embêtant. ils ont pris ce créneau-là, ils ont dit, nous, on prend des réalisateurs indépendants, donc Woody Allen, Jim Jarmusch, j'en oublie d'autres, mais ils ont pris tous les indépendants aujourd'hui qui peuvent plus signer avec Hollywood, parce qu'Hollywood aujourd'hui est un peu centré sur des films, des suites, des films de super-héros. Donc Ouais, on ouais. tourne à peu près en boucle des films d'horreur qui rapportent beaucoup avec peu d'argent. Et donc l'idée c'est Internet va là où Hollywood n'est pas en fait. Je suis entièrement d'accord. C'est l'idée de créativité. On te laisse carte blanche pour faire un truc sur plusieurs épisodes. Mais, C'est comme ça que je le vois. Hein, Eric, vraiment. comment ça va se passer? Est-ce qu'à terme, on va être obligé de donner 100 € par mois pour avoir tous ces services ou est-ce qu'on va être obligé de pirater? Mais après, Même si on déteste ça, hein, ici quand même, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Vraiment. Même en utilisant les réseaux SFR. Même en utilisant les réseaux SFR. Non mais Tous les après, réseaux d'ailleurs. après, il faut voir aussi que moi, vous êtes comme moi, hein, de plus en plus, on n'achète plus, on accède. C'est-à-dire qu'on ne va plus forcément acheter. Je sais que Pépé adore, mais Ah, moi j'adore acheter. on va, Je non, suis mais un mec acheter comme ça. Un Moi. Blu-ray, par exemple. Non, mais on va j'achète, peut-être- on va ouais, peut-être plutôt s'abonner à un service qui va nous Télécharger coûter une aussi, forme j'achète. forfaitaire tous les mois, plutôt que d'acheter un objet physique. Dans ce sens, c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de CD. Alors, je me remets un peu vinyle, mais voilà. En revanche, les abonnements ont de toute façon tendance à progresser. Vous allez avoir des abonnements pour tout demain. Donc, effectivement, peut-être que finalement, payer 100 € pour avoir accès à peu près tout, À tout. ça nous choquera pas tant que ça. C'est possible. Ouais, je mais ne sais 100 pas. € plus ton abonnement ADSL, plus ton abonnement. Mais bientôt, on ne mobile. fera plus que de l'abonnement, j'ai l'impression. Ouais, ouais, On ouais. aura notre voiture par abonnement. Voilà, on est en train d'aller vers un abonnement total. On pourra avoir peut-être Oui, un mais pack, comme tu dis, ça va amplifier le piratage parce que peut-être que nous, on peut mettre 50, 100 € par mois, mais il y a plein de gens qui n'auront pas Non. les moyens. Ouais, ouais. Et ils vont pas, enfin, et comme ils ne pourront même pas attendre 2-3 ans pour avoir ces séries sur les chaînes gratuites. Bah, le truc, c'est que de toute façon, il y aura plus de contenu. Donc, plus de contenu égale plus de piratage. C'est ce qui, bon, moi, je trouve ça plutôt bien, hein, que tout le monde se lance tout le monde se lance dans le contenu. Ouais. Plus il y aura de gens dans le contenu, plus il y aura d'idées, sans doute de bons contenus. Mais c'est vrai que clairement, oui, tout le monde. Il y Mais a beaucoup après- de gens. J'aimerais bien savoir le ratio d'ailleurs de gens qui ont piraté Après- Game of Thrones en France Mais- ou versus le nombre de gens qui l'ont regardé sur OCS. J'aimerais bien savoir. J'aimerais beaucoup savoir ça. On va va pas être faire un assez terrible, sondage ça va ici être parce que terrifiant, j'ai un je peu pense. peur quand Ça va même. être terrifiant. On ne fait pas Ouais, sondage ça va ici dans la pièce ça va parce être que je terrifiant. ne sais pas trop Puis ce que ça va Il y a donner. quand même une autre question d'ordre quasi philosophique, entre guillemets, hein, mais c'est qu'est-ce que ça devient l'héritage culturel d'une certaine manière? C'est-à-dire que le jour où tu meurs, enfin je te le souhaite pas, mais tu auras vu des films, des séries télé, tu aurais bien aimé que tes enfants C'est vrai. aient accès à ça aussi pour voir les mêmes goûts que toi, les choses que tu as pu apprécier, que ce soit en musique, etc. Et là, tu n'auras rien à donner.
C'est vrai. Il y aura plus d'héritage. Il y aura les Blu-ray de Pépé. Il y aura les Blu-ray. Et Voilà. puis en même temps, il y a un truc pendant parce que aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de trucs sur Netflix. Il y a des choses qui sont en salle de cinéma et sur Netflix en même temps aux US. C'est quand même un truc effrayant. Bien Je veux sûr. dire, j'ai vu des trucs à San Francisco, j'étais en train de me balader et je suis rentré. Mais je suis allé Rogue sur One, Netflix. par exemple, est sur Netflix aux US actuellement. Rogue One est sur Netflix, ainsi que le film avec Noomi Rapace, Seven Sisters, Ouais, Seven Sisters. qui est en même temps dans les salles de cinéma à San Francisco et qui était en même temps sur Netflix. Ouais. Et c'est un truc il faut se pencher là-dessus Oui, également. parce qu'il n'y a pas la même chronologie des médias là-bas. Voilà, etc. il faut se pencher là-dessus. Après, on rentre dans un autre débat, la Mais chronologie le des débat médias faudra français. un jour le soulever. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le cinéma hollywoodien ou le cinéma sera en même temps en disponibilité en salle avec une sortie synchro clair. de l'autre côté, les gens choisiront. Ouais. Enfin, là, le débat, il est ouvert. La question, débat c'est est que ouvert, les salles de c'est- cinéma le referment tout de suite. Oui, non, mais il faut penser à l'avenir. C'est pas dans l'instant. Ah, mais ils veulent pas, ils veulent pas. On est là Ils pour veulent pas. ouvrir le débat. Est-ce qu'on peut pas aussi imaginer dans les années qui viennent une consolidation de ce marché? Est-ce que Google ne pourrait pas racheter Netflix ou Apple racheter Netflix ou Amazon racheter Netflix? Je pense qu'ils en ont la capacité financière. Ils ont tous la capacité financière de le faire. Voilà, mais est-ce que ça paraît logique qu'aujourd'hui ce marché soit comme ça éparpillé avec, je sais pas, presque une dizaine d'acteurs? Oui, puis c'est que le début, la fragmentation. Je pense qu'on n'a pas fini, on voit que Facebook commence à mettre un doigt aussi dans les Tout à fait, On n'a contenus. pas parlé de Facebook, on n'a pas parlé de Google. Google, est-ce que Et Google- YouTube, Google aussi, ils travaillent un peu. Ils ont YouTube Red et ils ont effectivement une série de programmes originaux pour Ouais. YouTube. Ils avaient notamment parié sur PewDiePie, qui est un YouTuber extrêmement connu, mais malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes depuis. Donc là, ça s'est un petit Oui, peu tombé à l'eau. mais c'est différent parce que là, il proposait du contenu premium fait par des youtubeurs. C'est pas vraiment des séries ou des films Mhm. que Google Non, produit. mais ça correspond en fait Oui. à Oui, son- au côté à son- premium. Oui, et puis c'est les gens qui vont sur YouTube aiment les youtubeurs, puisque voilà, et notamment PewDiePie. Et effectivement, bon, cette Et ça série, marche pas bien. PewDiePie, depuis quelques petits problèmes de racisme qu'il a connus, c'est dans ses Tu vois, vidéos. c'était de la provoque ou de la vérité. J'ai du mal à savoir. Je sais C'est pas. de Mais la en tout provoque, cas, mais donc enfin. Google a abandonné le projet. Mais ceci dit, effectivement, Google aussi travaille sur du contenu premium pour YouTube. Et tout ça, ça éloigne le cinéma très loin. Je veux dire, c'est quand on parle de tout ça, quand on voit l'essor de toutes les séries télé, moi, ce que je vois en tant que cinéphile, c'est moi, j'aime les deux. J'adore, je suis un fan de Netflix et autres, mais je me dis, mais le cinéma se recule de tout ça. On a l'aperçoit. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? J'aimerais bien déjà dans 2, 3, 4, 5 ans, savoir quelle est la réaction d'Hollywood à ça. Je veux dire, Hollywood partie sinoche. Oui. Ça sera passionnant de savoir quelle pourrait être la Parce que riposte. Hollywood va mourir. En tout cas, ce qui est En certain, tout cas, c'est que dans cet sa forme. été-là, l'été 2017, a été un des pires C'est pour catastrophique. Pour les Catastrophique. entrées, pour les entrées. Les ça, entrées, c'est exactement. catastrophique. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de bouse aussi. Hein. Alors après, la question est de savoir, Non, effectivement. c'est vrai, Non, ouais, non, mais c'est pas mal Je de disais tout à l'heure, c'est pourris, que ça tourne en rond, et de l'autre côté, tu as, voilà. les providers qui produisent des séries, c'est nouveau, donc c'est sur le Rexy, une fille qui se suicide. Ils vont loin, et Hollywood reste comme ça sur ses licences. Et puis Disney, donc, qui a décidé, bon, ça sera peut-être le mot de la fin, de se retirer Netflix en 2019, je crois. c'est ça, Donc, exactement. voilà. Donc Et ça veut il dire veut plus de lancer Star son- Wars, plus de Son Marvel. propre. Plus de Marvel. Ouais. C'est- Enfin, voilà. pas tous les Marvel, parce que d'après Non. ce que j'ai compris, Il y a Netflix les- a verrouillé les oui. droits sur certains Marvel. Exactement. Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus de création Disney sur Netflix. Et Disney va lancer, allez, encore 10 € au minimum, son offre Minimum, de c'est SVOD. Disney. Hein. Non, mais Puis c'est la question, dingue. c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une manipulation pour essayer de faire remonter les droits des catalogues auprès de toutes les plateformes, dont Apple. Ah, c'est peut-être aussi une Je stratégie. pense qu'ils en sont capables de lancer leur plateforme quand même. hein. Moi, je mettrais bien un billet là-dessus. Mais... Non, ça va être passionnant. En tous les cas. Tout ça, c'est passionnant. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas de la tech pure, mais c'est vrai que c'est des sujets qui nous concernent tous. Hein. C'est vrai qu'on Ouais. on est tous. Alors fans on aurait de pu séries. parler des accords de peering d'ailleurs, derrière, pour revenir à la... Ah Parce oui. que derrière, il faut du débit quand même. Voilà, c'est Ouais. ça. Et du bon débit pour avoir une bonne qualité. Mais ça sera un prochain sujet. Et là, il pourquoi faut pas. négocier avec les opérateurs télécoms, un droit de passage. Et voilà. Et on sait que parfois c'est un peu compliqué chez C'est certains très compliqué. opérateurs en France. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel Paquette, journaliste de l'Express, qui fait partie d'ailleurs aussi, soyons clairs, hein, du Oui, groupe Altis. Exactement. Merci à Avec plaisir. Pépé Avec Garcia plaisir. et merci à Eric Merci. Le Bourlou. C'était passionnant. Vous restez avec nous, Pépé reste là. Messieurs, je vous libère et on va parler de vinyle. Vous allez voir que le vinyle est en train de se réinventer et de la techno d'aujourd'hui arrive dans les vinyles. On en parle dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.